J'ai fait ça sur les 3 derniers mois de mon stage. 2 mois après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit Paul, faut que tu continues, c'est trop bien ton truc. Mon oncle qui travaille chez Total dans l'hydrogène, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est le petit frère de mon cofondateur. Et il m'a dit, bah, moi ça me tente très bien, pourquoi pas. Être étudiant et monter sa boîte, c'est génial. Parce que j'ai appris les choses en cours, je les mettais direct en pratique, quoi. Et donc on a pu lancer la boîte avec une bourse d'1 million d'euros. Voilà, on est tous les deux passionnés de modélisme. C'est ce qui, je pense, a permis de créer ce truc. Soirée jusqu'à 3 h du mat à bidouiller des avions. Hello Paul. Salut Emma. Tu as 25 ans, tu as fait Polytech Lille. Yes. Et là, tu es à l'IAE de Lille pour faire un master stratégie. C'est un double, ouais, c'est ça, un double diplôme et c'est management d'entreprise. Ok. Donc il y a vraiment tout le package, comment gérer une entreprise. Ça va de la compta à la stratégie, Ok. au management d'une équipe. C'est vraiment assez large et ça peut servir à des entrepreneurs comme à un dirigeant d'une entreprise ou même dans une équipe. Enfin, moi j'ai plein de potes avec qui on a fait ça, qui eux, leur but c'était juste, voilà, notre école d'ingé nous a appris des choses techniques, mais nous on est plus dévoués à manager une équipe qui elle sera technique. Et donc comment s'occuper de cette équipe alors que dans nos cours, on le voit mais très rapidement. Et en parallèle de ça, tu lances un projet avec l'ISAE Supaéro et avec ton cofondateur, vous Yes. créez Virage H2. C'est ça. Tu m'expliqueras un peu plus, mais c'est de la propulsion pour un moteur hydrogène. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc tu crées ça en parallèle de tes études. Ouais. Comment tu vas? Moi ça va super bien, en forme. Ouais. Ça me fait plaisir de discuter de ce beau projet. Ok. Et de raconter comment est-ce qu'un projet aussi fou peut commencer alors qu'on est juste étudiant et qu'on ne connaît pas grand-chose. Ouais, c'est ça, un projet un peu fou dans une industrie pas facile peut-être. Ouais. Déjà, quel est ton premier projet et pourquoi tu t'es lancé sans finir tes études? Donc moi, le premier projet que j'ai lancé, c'est à l'issue d'un stage. Donc c'est une boîte qui vendait un logiciel. En fait, j'ai créé un logiciel pour une entreprise, pour une petite PME. Parce que je me suis rendu compte que en fait, leurs moyens étaient archaïques, quoi. Ils utilisaient une feuille papier, à la limite Excel, mais ça n'allait pas du tout. Donc le but de stage, c'était vraiment de l'optimisation de production. Donc au début, c'était faire du lean. C'est quelque chose qu'on apprend en cours. C'est utilisé à Toyota, par exemple. En fait, c'est une solution qui permet d'avoir un travail bien plus efficace. Et donc le but c'était d'optimiser, déplacer les outils, etc. pour qu'ils soient accessibles plus facilement. Je me suis rendu compte que ça allait servir, mais pas du tout. Il y avait des choses à faire avant, quoi. Donc c'est là où je me suis dit, tout le monde a un téléphone dans la boîte. Ils l'utilisent que pour passer des appels ou en déplacement. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'utiliser au sein de l'entreprise, quoi? Et donc en fait, au début, je suis parti d'une feuille Excel avec des macros. Et à la fin, il y avait une application Android, une page web pour les personnes qui étaient derrière le bureau. Et chaque utilisateur en fait mettait sa brique. Donc en gros, je dois déplacer telle fourniture, il y a un QR code, je le scanne avec mon téléphone, je cherche telle fourniture, je tape la référence et je sais où est-ce qu'il est rangé. Et après, ça allait jusqu'à, je prends mes congés sur l'appli, etc. J'ai fait ça sur les 3 derniers mois de mon stage. 2 mois après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit Paul, faut que tu continues, c'est trop bien ton truc. Et en fait, après, il y a des clients qui étaient chez eux ou des fournisseurs qui m'ont contacté. On a vu que tu avais mis ça chez eux, tu pourrais pas voir chez nous comment ça se passe. Et donc au début, j'étais en freelance tout seul. Et donc ça, c'était en parallèle de ma 2e année d'école. Et assez vite, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est le petit frère de mon cofondateur, enfin de mon associé, là, de Virage H2, qui lui est vraiment dans le développement d'applis, de web. Et il m'a dit, moi ça me tente très bien, pourquoi pas. Et donc on s'est lancé et on a monté la boîte l'année dernière. Et là, ça allait un peu plus vite, on a mis en place des choses, etc. Donc on était 3 à la fin et là j'ai fini la boîte. Donc ça arrive aussi, quoi. J'avais plus le temps et il fallait. Enfin c'était soit je la refilais mais personne ne la voulait. Ouais. Donc je me suis dit bon on arrête l'histoire. J'ai encore 2-3 clients qui font de la maintenance mais voilà. Je te propose de commencer par un vrai ou faux. Ok. Alors, vrai ou faux, en tant qu'étudiant entrepreneur, j'ai besoin d'une grande somme d'argent pour démarrer mon entreprise. Totalement faux. Le financement est plus difficile à obtenir par rapport à un entrepreneur expérimenté. Pas forcément. Donc faux, je dirais. Ok. Trouver un équilibre entre mes études et mon projet entrepreneurial est facile. Ça dépend de la personne, quoi. Mais moi, je dirais faux parce que j'ai une priorisation un peu
particulière. Un peu bancale. Ok. Il faut sacrifier ses études pour réussir dans son entreprise. Faux. Je dois avoir un business plan dès le début. Une idée. Mais après, elle évolue, quoi. C'est difficile de recruter. Ça, c'est assez vrai. Recruter la bonne personne, il ne faut pas se tromper. Ok. Il faut passer du temps, en fait. Il faut pas se dire ah, cette personne, elle correspond à ce que je veux, sans avoir défini une mission, en fait. On ne peut pas aller chercher quelqu'un si on n'a pas défini déjà la mission qu'on veut pour lui. Alors, il y a des grandes lignes, mais il faut vraiment définir. Et une fois qu'on a cette mission, une fois qu'on a ce cahier des charges, en fait, on va aller chercher des personnes. Et il y a des go et not go, quoi. Et il faut vraiment s'y tenir. Et c'est pas parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui est très qualifié qui va forcément être le meilleur. Le marketing est essentiel pour mon entreprise. Bah, je vais me faire taper. Mais... Faux. Je demande ça à un ingénieur exprès. Tout mon temps libre doit être consacré à travailler sur mon entreprise. Bon, faux. C'est pas mon idée qui compte, c'est comment elle est exécutée. Vrai, 100%. Je dois créer une solution réplicable plutôt que sur mesure. Ça dépend du départ, en fait. Parce que par exemple, mon appli, elle était vraiment sur mesure. Et c'est ça qui a fait que ça a marché, quoi. Chaque entreprise vers qui on allait, on spécialisait pour l'entreprise, et c'est ça qui était intéressant pour elle. Avoir un template tout fait, en fait, il en existe plein. Et dans cette boîte, le but, c'était de se dire, les PME, elles ont peu de moyens. Donc, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose sur mesure sans qu'ils changent tout leur mode opératoire, sans que ce soit trop cher. Donc là, ouais, c'était vraiment sur mesure. Après, est-ce que c'était forcément la meilleure idée? Je suis pas sûr, mais Ok, mitigé. très cool. Tu as construit un réacteur à hydrogène pour avion, c'est assez ouf. Est-ce que tu peux nous raconter la construction de ton premier prototype? Donc ça a commencé donc avec Joseph, mon associé. On est amis depuis qu'on est au lycée. En fait, on a passé 6 mois ensemble en seconde. Et pendant ces 6 mois, on s'est trouvés, en fait. Enfin, c'était vraiment... on a passé énormément de temps ensemble. Et après, lui est parti en Australie pendant 1 an, pendant sa première. Et moi, je suis parti à Dunkerque. Et chaque année, on arrivait à se faire un week-end ou une semaine où on faisait du modélisme. Donc c'était des soirées jusqu'à 3h du mat à bidouiller des avions pour les faire voler le lendemain. Et au bout de 2 minutes, ils étaient tous morts. Et on recommençait. Et chaque année, on arrivait à se trouver un créneau. Et c'est comme ça qu'on a gardé notre amitié jusqu'à il y a 1 an où on s'est dit, bon, allez, on monte notre boîte. Joseph avait l'opportunité de participer à une bourse qui est Lopez Loretta avec son école. Et donc, on s'est dit, bon, notre idée n'est pas forcément très concrétisée, mais ça va être en fait, ça va nous permettre de la concrétiser et de se dire, ok, on veut vraiment ça. Enfin, en fait, il y avait un template sur le dossier, et donc le but, c'était on écrit, puis au moins que ça nous structure, et sinon, on ne remporte pas la bourse. On s'en fout, quoi, on aura structuré notre idée et on saura comment vraiment lancer le truc. Et donc, vraiment, moi, j'étais en alternance, et Joseph, lui, était à Berlin, et donc tous les soirs, on se faisait des visios. Et t'as vu, j'ai fait ça, ah ouais, moi, j'ai vu ça. Vraiment, c'était... On finissait très tard. On a réussi à faire un dossier vraiment sympa. On a rencontré plein de gens. Et grâce à ça, le dossier, il devenait de plus en plus... Il y avait un contenu vraiment intéressant. Et ça a plu parce qu'on a remporté cette bourse. Et donc, on a pu lancer la boîte avec une bourse d'1 million d'euros. Ce qui n'est pas... Enfin, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. C'est vrai qu'au bout de quelques mois, vous avez déjà levé 1 million d'euros auprès d'une fondation suisse. Ouais. Pourquoi la Suisse? Alors, c'est pas un choix personnel. Okay. En fait, il y a 4 écoles d'ingé. Donc, en France, il y en a 2. Il y a Polytechnique et Supaéro qui peuvent postuler à cette bourse. Et en fait, c'est pour aider des étudiants, que ce soit sur un projet entrepreneurial ou de recherche. Et en fait, c'est vraiment valoriser l'excellence académique. Donc, le porteur de projet doit être dans ces 2 écoles. Et en fait, il y a des sélections. Et on va évaluer le projet scientifiquement. Donc, il y a un comité de 10 scientifiques qui évalue que ce ne soit pas du bullshit, quoi. et après, il y a aussi qu'est-ce que tu as mis en place pour faire ton projet, quels sont les stages que tu as fait, est-ce que tu as fait de la recherche, est-ce que tu t'es investi dans ton école, est-ce que ce que tu veux vendre, ça va aider la société, ou est-ce que c'est juste du business? Ça compte beaucoup. Et je pense qu'on correspond à pas mal de choses là-dessus. Joseph... Supaéro, il a été investi à fond, il a fait tous ses stages dans des startups, etc. Grâce à ça, ça a matché. Et puis en plus, on est tous les 2 passionnés de modélisme. C'est ce qui, je pense, a permis de créer ce truc. Et très très vite, en fait, on s'est investi parce que
on a commencé à postuler à la bourse et tout de suite on a acheté une turbine de modélisme en se disant on la démonte, on comprend comment ça fonctionne et puis on montre des schémas, des choses, enfin c'est pas que des calculs quoi. Vraiment on a lancé le projet et on a construit quelque chose avec nos mains, en plus d'avoir fait des calculs très scientifiques et je pense que ça a pris énormément de valeur en se disant ok ces jeunes ils réfléchissent mais c'est pas que des chiffres quoi. Il y a aussi du concret qui est fait derrière. Et c'est pas donné à tout le monde de s'investir autant. Enfin, c'est facile entre guillemets de faire des calculs et de se dire si j'ai ça, j'aurai ça, mais à quel moment on se lance en fait. Et c'est là où je pense qu'on a réussi à marquer un point, c'est qu'on s'est lancé tout de suite en se disant on verra ce que ça donne, mais on se lance quoi. Pourquoi vous avez choisi de faire de l'entrepreneuriat? Moi personnellement, j'ai toujours voulu faire ça. Je me suis toujours dit qu'il y avait trop de pertes Ah ouais? en étant employé. Bah, on peut pas gérer son temps, moi, c'est quelque chose que j'ai bien. Ce que j'adore, c'est être multitâche. Vraiment, le matin, je vais contacter des clients. L'après-midi, je vais faire des calculs. Le soir, je vais faire autre chose. Enfin, c'est tellement varié, c'est tellement. Moi, c'est ce que j'adore, quoi. Ce que j'adore, c'est apprendre tout le temps. Tout le temps apprendre et apprendre par moi-même. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école, quoi. Et on a beau faire tous les masters où. Enfin, il y a un moment où il faut se lancer, c'est comme ça qu'on apprendra. Quelle est la fois où le fait d'être étudiant t'a rattrapé, ou vous a rattrapé? Enfin, en fait, quand on est lancé dans un projet, on peut ne pas relever la tête, quoi. Alors, moi, je me rappelle, j'ai eu plein de soirées où je faisais que ça, et mes potes me disaient, bon, on va boire une bière, tu viens quand, quoi. Et en fait, les voir en cours, pour moi, c'était, ok, il faut que je relève un peu la tête, que je profite aussi, et que je prenne du temps. Et là, j'ai fini mes études, et je me dis, en fait, enfin, je vois moins de monde, je me referme plus sur mon projet. Alors, heureusement, on est encore à Super Héros. Donc on est dans l'école, donc il y a plein de gens autour de nous. Le midi, on va bouffer avec nos potes. Mais je pense que la transition où on sera plus du tout étudiant, ça va être particulier. Il va falloir se mettre des freins en se disant bon, il faut quand même qu'on profite quoi, et qu'on soit pas que boulot. Ouais. Ça n'a pas été compliqué au début de monter votre boîte en étant deux ingénieurs? Mais après, vu que c'est très technique ce qu'on fait, ça aide par rapport à la première boîte que j'ai montée où il fallait pas que de la technique. Mais c'était surtout de la relation, comment vendre son produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en école, quoi. Et c'est là où je pense que j'ai appris énormément. Mais vraiment, c'était tout bête, quoi. C'est, je vais voir une entreprise, je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas quoi lui vendre parce que j'ai rien. Mais je vais comprendre et puis sur le moment, je vais lui dire, ok, ça vous intéresse, ça. Et c'est quelque chose enfin, valoriser un produit qu'on crée en entreprise, enfin en école d'ingé, on l'apprend pas, quoi. Et tu fais quoi de ton temps libre maintenant, puisque tu m'as dit que ça prenait beaucoup de temps? Ouais, alors ça prend beaucoup de temps, mais moi, par exemple, le samedi, dimanche, c'est cool, je fais rien. En plus, enfin, voilà, moi je profite à max. Et, et le but, c'est de se dire, bah, la semaine, je bosse, donc là, je me fais des bonnes journées. Mais le week-end, enfin, je vais au ski, là, demain, je vais faire du kite, par exemple. Je profite et en fait, j'ai besoin de m'évader, quoi. Et c'est là où je me rends compte que le lundi, j'arrive, j'ai plein de nouvelles idées. Je me dis, ok, on avait un problème là-dessus, ça débloque les choses, en fait. Et quand tu es étudiant, c'est plus facile. Parce que bah, tu as la soirée chez ton pote, tu as ton cours le lendemain, donc tu te dis, moi je vais penser à autre chose. Et en fait, le fait de se décrocher et d'accepter de décrocher, c'est hyper important pour innover, pour trouver des solutions. Et moi, c'est vraiment ma manière de faire. Mais pourtant, tu m'as dit que c'était compliqué pour toi de décrocher. C'est compliqué, mais je m'oblige, quoi. Ok. C'est vraiment le vendredi soir, c'est fini. La seule chose que je m'oblige à faire, c'est le week-end, je travaille pas. On va passer maintenant au mode d'emploi des étudiants, un peu la boîte à outils, où tu vas pouvoir les conseiller. Alors pour toi, pourquoi c'est la meilleure période de se lancer en étant étudiant? Alors pour moi, c'est la meilleure période parce que en fait, on a tellement de temps. Enfin déjà, bon, normalement, on devrait habiter un endroit, pas avoir trop besoin de travailler. Et donc autant se lancer et se dire, bah, j'ai du temps, je l'utilise. Si jamais ça me permet d'avoir des sous, bah, tant mieux. Et sinon, c'est pas grave, j'ai appris, quoi. En fait, c'est un peu comme si, enfin comme quand on est en études, quoi. Je veux dire, je vais à mes cours, il y a plein de trous. Il y a tout le temps des moments où on a notre jeudi après-midi tranquille, on a des cours qui sautent,
En fait, on se rend compte qu'on a plein de temps, et tout ce temps-là, au lieu de l'utiliser à faire que sortir ou que prendre du temps, profiter, quoi, se dire, en fait, ce temps-là, je peux aussi l'utiliser pour apprendre d'autres choses. Des choses, après, c'est pas forcément de l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, je pense, mais se dire, j'ai envie d'apprendre des choses, aller au musée, par exemple, c'est quelque chose qui... Enfin, on a une chance de dingue quand on est étudiant, quoi. Pourquoi tu penses que tous les étudiants ne peuvent pas entreprendre? Alors, je pense pas que tous les étudiants ne peuvent pas entreprendre, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut quand même... il y en a plein, hein. Moi, j'ai plein de potes avec qui j'ai dit, on monte une boîte ensemble. Et ils m'ont dit, j'ai aucune envie, quoi. Moi, j'ai pas envie de penser à ça tous les jours, j'ai pas envie de... Et il faut s'écouter. Ça sert à rien de se forcer en se disant, ah, aujourd'hui, tout le monde entreprend, il faut que j'entreprenne, quoi. Et c'est pas parce qu'on est entrepreneur que forcément on réussit, quoi. Il y a aussi plein d'autres manières de réussir et de valoriser son travail. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon école, j'ai plein de gens qui me sollicitent en me disant, ouais, ce que tu fais, c'est génial, t'es trop fort, est-ce que tu voudrais, à la remise des diplômes, parler, est-ce que tu voudrais... Et en fait, je me dis, mais c'est dommage parce qu'il y a plein d'autres étudiants qui ne sont pas entrepreneurs qui réussissent des choses exceptionnelles. Et alors, c'est super de valoriser les entrepreneurs. Et tant mieux, enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Mais ce n'est pas forcément la seule voie à suivre. Et donc, il faut s'écouter. Mais si on a un doute, il faut y aller. Ça, c'est clair. S'il y a un doute, ça veut dire qu'il y a déjà une envie de le faire. Donc là, j'invite à tout le monde à se lancer. Et en fait, ce qui est trop bien en tant qu'étudiant, c'est qu'on a le temps, quoi. Encore une fois, c'est pas un moment où... Parce que souvent, on sort d'école, et là, on se dit, bon, il faut que j'aille chercher du boulot. Il faut que, maintenant que j'ai des sous, quoi, je peux pas avoir un prêt étudiant, je peux pas avoir mes parents, je peux pas avoir les aides du Crous, je peux pas avoir... Il y a plein de choses qui font qu'une fois qu'on sort d'études, c'est plus le moment, quoi. Même si moi, je pense que même en sortant d'école, il faut vraiment le faire tout de suite, parce que quand on aura une famille ou déjà un travail, on n'aura pas envie de tout recommencer à zéro. Est-ce que tu peux nous faire une masterclass sur les moteurs à hydrogène? Actuellement, il existe plusieurs technos pour la propulsion à hydrogène. Donc on en voit beaucoup aujourd'hui sur les voitures, avec Toyota qui a sa nouvelle voiture, la Mirai. Et donc il y a plusieurs systèmes de propulsion. Il y a la pile à combustible qui va en fait, faire réagir l'oxygène de l'air et l'hydrogène ensemble. Donc ça va créer de l'eau, de la chaleur et l'électricité. Et donc avec l'électricité, on peut alimenter un moteur électrique et faire tourner les roues de la voiture par exemple, ou faire tourner une hélice pour un avion, ou faire tourner un train, enfin, on peut faire un peu plein de choses. Après, il y a le moteur à piston, c'est ce qui existe dans les voitures actuelles. Donc en fait, on vient injecter soit de l'essence, sauf que cette fois-ci c'est de l'hydrogène, il y a une combustion, ça explose et ça fait tourner une roue, enfin ce qu'on veut. Et après, il y a les turbomachines, donc là c'est spécifique plutôt aux grosses énergies. Et donc là, ça va être dans les avions essentiellement. Donc là, on vient remplacer le kérosène par de l'hydrogène. On va le faire brûler dans une chambre de combustion. Et en fait, alors il faut que j'explique le moteur, la turbomachine. Donc en fait, il y a 3 cycles. Il y a compression, après on vient chauffer le gaz, et après la détente. Donc en fait, en chauffant le gaz, il va s'expandre, donc il va prendre plus de place. Donc vu qu'il y a une turbine derrière, un peu une hélice, et en fait, elle va tourner plus vite. Et cette hélice, elle est reliée au compresseur devant. Donc le compresseur va tourner plus vite. Et donc ça va s'auto-alimenter, en fait. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire tourner derrière une hélice. Okay. Pour un turbo propre. Et après, il y a d'autres systèmes, mais on va rester sur ces 3-là. Oui, parce que là... Et donc nous, l'idée de Virage H2, c'est de combiner la pile à combustible, donc qui produit de l'électricité, de l'eau et de la chaleur avec l'hydrogène, et la turbomachine. Et en fait, grâce à cette hybridation, on va obtenir un ratio entre les performances de la pile à combustible et celle de la turbomachine. Parce qu'en fait, la pile à combustible, elle est lourde pour l'énergie qu'elle renvoie, alors que la turbomachine, elle est plus légère, mais elle a un rendement qui est plus faible. Donc on va consommer plus d'hydrogène pour avoir la même distance, par exemple. Et donc l'idée, c'est d'hybrider ces deux technos pour avoir un système qui a un bon rendement, mais qui ne consomme pas trop d'hydrogène. Parce que la grosse difficulté de l'hydrogène, c'est de le transporter. Et donc l'idée, c'est d'avoir un moteur qui soit efficace pour consommer le moins possible d'hydrogène. Et moi, que ça, on emporte moins d'hydrogène dans l'avion, et donc on peut prendre plus de passagers. Et surtout, en fait, on va revaloriser l'eau de la pile à combustible
qui est habituellement rejeté dans l'atmosphère. Et en fait, on va utiliser un principe qui est utilisé dans toutes les centrales à gaz pour produire l'électricité. Et en fait, on va injecter de l'eau dans cette turbomachine. Et ça va permettre d'augmenter l'efficacité de la turbomachine, mais aussi de réduire les NOx. J'en ai pas parlé. Les NOx, c'est par exemple quand il y a sur le périph' pic de pollution, réduire sa vitesse de 20 km/h, c'est parce qu'il y a des particules fines qui sont émises, et dans ces particules fines, il y a des NOx. En fait, c'est la combustion de combustible qui crée des points chauds, on va rentrer dans le détail, et ces points chauds vont créer des NOx, des oxydes d'azote, qui sont des polluants et qui participent à la création de gaz à effet de serre, tels que l'ozone. Okay. Et donc en injectant cette eau dans la turbomachine, on les réduit par 10, on divise par 10. Donc c'est hyper intéressant et en plus on augmente l'efficacité. Voilà l'idée. Incroyable. Ouais. Belle masterclass. Et quel conseil tu donnerais à des étudiants qui veulent se lancer dans ce secteur? Déjà, c'est de s'accrocher. Parce qu'il y a quand même plein de codes, il y a plein de choses, mais scientifiquement c'est hyper intéressant. Et après, il ne faut pas le nier, Super-Héros est quand même la voie royale pour le faire et ça ouvre plein de portes. Mais après, moi ce que je conseille, c'est avoir une idée, en parler, quoi. Mais que ce soit dans le secteur de l'aéro ou dans n'importe lequel, il faudra juste en parler et en fait c'est comme ça qu'on apprendra les choses, quoi. Enfin, Joseph est bien plus calé que moi en aéro et pourtant aujourd'hui on s'apporte vraiment des choses tous les deux, quoi, qui sont différentes mais c'est hyper intéressant. Alors comment on recrute son premier stagiaire? Voilà, c'était très drôle. Donc on a profité d'être sur le campus de Super-Héros pour envoyer à toute la boîte mail Super-Héros bonjour, nous sommes une nouvelle start-up, nous recrutons un stagiaire. Et puis après on a fait les forums de l'école. Et c'était très drôle, déjà il faut définir la première trame, bon, qu'est-ce que va faire notre premier stagiaire, alors qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va faire dans 2 mois. mais c'est sympa, donc là, c'était sympa, je me rappelle, on avait un grand tableau blanc, puis on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le but? Et donc on notait, ok, il faudrait qu'il puisse implémenter telle partie sur notre proto, ok, on note. Il faudrait qu'il puisse coder telle chose, ok, on note. Il faudrait aussi qu'il puisse budgétiser le prochain proto. Bon allez, on note. Puis on a toute une trame comme ça. Le pauvre. Et en fonction de toutes ces choses à faire, on a dit, ok, quelles compétences il lui faut? Pour coder tel truc, il faut qu'il sache coder. Ok, quel langage? Python, MATLAB, qu'est-ce qui est intéressant? Et voilà, comme ça, on a réussi à définir toute une trame. Et après, on se dit, bon, ça, il faut absolument qu'il l'ait. Ça, s'il l'a, tant mieux. Ça, c'est pas important. C'est vraiment secondaire. Et grâce à ça, on a fait toute une grille, en fait. Et donc c'est assez drôle, c'était nos premiers entretiens. Et moi, en même temps, à l'IAE, je faisais des entretiens RH. Donc on nous apprenait à faire des entretiens, on passait dans la classe. Voilà, il faut que tu recrutes ton employé pour faire telle chose. Donc c'était vraiment la dualité. Et c'est là où être étudiant et monter sa boîte, c'est génial. Parce que j'ai appris les choses en cours, je les mettais direct en pratique, quoi. Donc on a reçu plein de gens. On a essayé d'être innovant. On leur envoyait un Google Form où ils devaient répondre par des questions. Et donc il y avait vraiment des choses très précises et des choses un peu bêtes. Tu es tout seul sur la planète, qu'est-ce que tu fais? Enfin, et donc on s'est bien marré. Et aujourd'hui, on a notre premier stagiaire qui arrive en mars en même temps de la création. Et il est top, quoi. Et justement, quel compromis un étudiant doit faire entre ses études et le développement de son entreprise? Déjà, moi j'ai de la chance d'avoir mes parents qui voulaient absolument que je finisse mes études. Je pense que le plus important, c'est de finir ses études. Même si on a une idée qui est géniale et que ça fonctionne, ça coûte rien de finir ses études et de s'y mettre un peu. Si elle fonctionne à l'instant A, il y a beaucoup de chances que ça fonctionne à la fin de ses études, quoi. Donc d'abord s'accrocher, parce qu'un diplôme, si ça marche pas la boîte, c'est quand même très très valorisant. Et après, il faut savoir lâcher, quoi. Je me rappelle, j'étais en cours de thermo, et moi j'en avais marre, on faisait tous la même chose. Et donc je codais mon appli pour... et donc à la fin, la prof vient me voir, bonjour Paul, ça serait bien que tu commences à travailler. Ouais. Et donc le but, c'est vraiment de se dire, là il faut que je travaille, là il faut que j'arrête, là il faut que je travaille, et arriver à jauger son temps, en fait. Comment tu te vois dans 5 ans?
Dans 5 ans. Parce que tu m'as dit que tu ne vois pas être salarié. Ouais. Du coup, est-ce que tu te vois genre à la tête de Virage H2, le plus grand moteur à hydrogène ou... Bah, ce qui est sûr, c'est que je pense pas être salarié tout de suite. Enfin, dans 5 ans, je ne serai pas salarié. Après, est-ce que Virage H2 sera la plus grosse boîte hydrogène d'aviation? Bien sûr. Non, mais bien sûr. Moi, dans 5 ans, j'espère qu'on a un prototype final donc de l'échelle de l'ULM, parce que les certifications sont plus simples, qui volent et que des gens comprennent notre but et que ça ne soit pas controversé. C'est-à-dire que le but, c'est pas de produire l'avion qu'on produit aujourd'hui, quoi. C'est vraiment l'utiliser quand c'est pas possible. Qu'est-ce que tu conseilles à un étudiant qui crée un produit physique? Toi, quelque chose que tu as appris en construisant Ouais. Bah, moi, dans les deux, et qui étaient très différents, c'est qu'en fait, il faut essayer, quoi. Il faut s'acharner. Il faut faire une première ébauche et se dire, ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et puis le tester, en fait. Dire, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Et on va voir plein de gens, on leur donne gratuitement, et on a des retours. Et en fait, ces retours, ils sont hyper... ils t'apprennent à se dire, ok, il y avait ça, moi, j'avais pas vu. Bon, bah ouais, ça, c'est intéressant. Je me rappelle sur le logiciel... alors moi, je mettais en place des choses, etc., des raccourcis, tu sais, pour que ça aille plus vite, etc. Et les gens me disaient, mais on comprend rien, quoi. J'ai dit, mais si, mais il suffit de faire ça. Et en fait, c'est là où on se rend compte que quand tu fais les choses, tu vois pas du tout comment la personne l'utilise, par exemple. C'est quoi tes principales problématiques? Bon, il y en a plein. Bon, déjà, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est deux cofondateurs et un stagiaire. Et en fait, le projet est quand même énorme. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver des personnes pour nous aider. Mais en même temps, c'est hyper dur parce que nous, on sait on sait où est-ce qu'on veut aller, etc. Et on se dit, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ça, peut-être que le projet va changer, mais ça, à la limite, ça nous gêne pas. Mais surtout, peut-être qu'il va passer 3 heures à faire un truc que moi, j'aurais fait en 2 minutes. Et c'est là où il y a une grosse différence entre monter un projet et monter une entreprise, quoi. Ouais, Parce que le manager. projet, ouais, c'est ça exactement. Et c'est là où il y a beaucoup de travail. Et on est un peu naïf quand on est ingénieur en se disant le management, c'est du pipeau. Et en tant qu'étudiant, quelles sont les ressources que tu as à disposition dont tu peux le plus bénéficier? Quand on est étudiant, en tout cas en école d'ingé, nous on a un Fab Lab qui est énorme à Polytech Lille. À Super Heroes, pareil, ils ont un Fab Lab énorme. Enfin, c'est assez dingue toutes les ressources qui sont mises en place. Après, il y a des écoles qui sont plus facilement, qui ont l'oreille un peu pour ça, et d'autres qui ont un peu moins l'oreille. Mais c'est là où en fait il faut profiter aussi de ça, quoi. Parce qu'il y a les profs, nos profs ils connaissent énormément de choses, et c'est eux les premiers à tester l'idée, en fait. Parce que lui il connaît, et lui il sait ce qui est fait en industrie, que toi en étudiant tu n'as pas forcément la vision. Et donc moi ce que j'invite, c'est le premier test, c'est donc d'abord ses potes, mais après ses profs, quoi. Et c'est des ressources qui sont énormes, surtout qu'ils ont le temps pour ça, et puis pour eux ça peut être intéressant, quoi. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être assez intéressant. Et c'est quoi la chose la plus importante que tu as appris en étant étudiant entrepreneur? Il faut être passionné, et surtout être hyper curieux. Ouais. La curiosité, que ce soit en cours ou pendant, quand on est entrepreneur, en fait, il ne faut pas se dire j'ai une idée et rester focalisé dessus. Il ne faut pas se dire on m'a donné des cours et je reste sur ces cours, quoi. C'est le moment où tu débordes où ça devient intéressant, parce que si tu débordes, ça veut dire que tu as compris le cours et que tu arrives à aller un petit peu plus loin. Et il y a plein de profs qui vont être chiants et qui vont te. Qui vont. Ces cours vont être nuls, etc. Mais en fait, si jamais on. C'est là où il faut être malin, si jamais on s'intéresse un tout petit peu à son cours, le prof peut totalement changer et devenir une aide, quoi. Et comprendre les difficultés que tu as et venir t'aider sur ton projet. Donc, ouais, étudiant, entrepreneur, carrément, parce qu'il y a les profs. Tu pourrais embaucher tes potes? Moi, j'aimerais beaucoup, ouais. Ouais. Ouais, c'est mon rêve. Pour toi, la définition de la réussite? Pour moi, c'est
c'est pas tellement le point d'arrivée qui est important, c'est le chemin, quoi. Et pour moi, j'aurais réussi quand je serais content de ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a des fois où tu bloques techniquement? Tu bah, comprends pas. Plein de fois. Tu fais comment à ce moment-là? Plein de fois. Comment on se débloque? C'est là où il faut aller boire une bière. Non, mais c'est là où il faut arrêter et il faut partir et réfléchir. Moi, je sais que c'est le moment où il faut que je fasse une pause, quoi. Et je sors, je vais me prendre un café et en fait, moi, je reviens et poup, ça se débloque tout le temps. Et les étudiants, qu'est-ce que tu leur dirais pour ne pas laisser tomber un projet à côté de ses études, à côté de son alternance? Déjà, en fait, un entrepreneur, il aime pas le risque. Enfin, il va pas se lancer dans un truc sans savoir ce qu'il y a derrière. Il faut qu'il va savoir ce qu'il va devoir dépenser et il va savoir les gains potentiels. Mais les gains, ça va pas être je vais être riche. Ça marche pas, quoi. Le gain, ça va être je vais avoir appris ça. Je vais, le seule chose que je mets en contrepartie, c'est un peu d'argent, même quand on n'en a pas. Enfin, vraiment, quoi. C'est-à-dire, ça va être m'acheter un ordi. Mais finalement, c'est pas que pour ça. Et ça va être du temps. En fait, c'est surtout le temps qui est important. Et le temps, quand on est étudiant, on en a pas mal. Et donc, pour se débloquer, aller discuter avec plein de gens et savoir ce qu'on a à perdre. Et à la fin, en fait, on peut pas attendre. On peut pas se dire j'ai réussi quand mon projet aura forcément fini, quoi. En plus, le projet il peut se finir de manière tellement différente. Mais ce qu'il faut se dire, c'est j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie d'accomplir quelque chose et d'avoir un chemin, pas forcément d'avoir vendu mon projet, par exemple. Enfin, je pense. Après, il y a plein de gens qui pensent différemment et il y en a, pour eux, ce qui est important, c'est d'avoir un empire et d'avoir plein de sous et tant mieux pour eux. Moi, je pense pas que j'aurais réussi quand je serais riche, quoi. Qu'est-ce que tu dirais aux étudiants qui veulent entreprendre en dehors de Paris? Soyez malins, parce que c'est assez drôle. En fait, les régions, elles veulent avoir sur leur territoire des projets innovants. Et donc, par exemple, il y a la région de Lille qui nous a contactés et qui nous a dit voilà, nous, on peut vous faire ça, on peut vous faire ça. Il y a Toulouse qui nous a dit nous, on peut faire ça, on peut faire ça. Et donc, si on est malin, en fait, on challenge les régions, quoi. Et il n'y a pas qu'à Paris où tout se passe. Enfin, il y a plein d'autres endroits. Et ce qu'il faut, c'est. Enfin, c'est pas parce qu'on. Nous, après, on a de la chance parce que vraiment, l'aéro, c'est Toulouse. Donc, il n'y a pas de question à forcément aller partir à Paris. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas à Paris qu'on est à côté, quoi. Hello à tous, je m'appelle Paul de Goïs, je suis cofondateur de Virage H2, une entreprise qui souhaite développer un système de propulsion à hydrogène en se basant sur deux technologies existantes, la pile à combustible et la turbomachine. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et le but, c'est de décarboner l'aviation en respectant mes passions et convictions qui sont l'aviation et le climat. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous lancer et de ne pas attendre d'avoir un produit final pour le vendre, mais partir de rien, enfin créer quelque chose à partir de rien, et c'est là où vous trouverez les meilleures solutions.